Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt? Alors c'est parti! Aujourd'hui, pour le 20e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Alain Mulleris de Vitamine V. Bonjour Alain. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, nous expliquer ton parcours? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc bonjour à toutes tes auditrices et tes auditeurs. Donc Alain Mulleris de Vitamine V. Mon métier est d'accompagner mes clients et de faire changer leur comportement commercial pour évidemment être plus performants. Au sein de Vitamine V, j'ai 2 activités. La première activité est ce que j'appelle de l'accompagnement commercial, du coaching commercial que je fais en one-to-one avec des managers et des dirigeants. Ma deuxième activité, c'est de faire des formations commerciales. Donc là, non plus en one-to-one, mais en collectif, avec une équipe commerciale qu'on me confie. Pour en revenir à ta question, qui était mon parcours, je suis un commercial, un pur commercial, c'est-à-dire que vu l'âge que j'ai, ça fait maintenant quelques décennies que je vends, j'ai vendu beaucoup de choses et je continue de vendre parce que j'adore ça. Après avoir été commercial pendant quelques années, j'ai été directeur commercial et maintenant depuis 10 ans, j'ai créé Vitamine V, ma structure, pour permettre à d'autres personnes de comprendre et d'apprendre la vente. D'accord, tu t'orientes essentiellement sur des entreprises, c'est du B2B plutôt? C'est exclusivement du B2B. Je ne touche absolument pas le B2C. Je laisse ça à d'autres formateurs qui le feront très très bien et beaucoup mieux que moi. D'accord. Et tu formes des équipes de combien de personnes? Je forme des équipes. Alors les sessions que je fais sont en général d'une dizaine de participants. J'adore évidemment, comme la plupart des formateurs, le présentiel, même si je travaille beaucoup aussi en distanciel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je mixe beaucoup, c'est-à-dire que je fais souvent quelques journées en présentiel et ensuite 1 ou 2 ateliers en distanciel, qui est plutôt des ateliers que je mène en retour d'expérience et là où on peut affiner le comportement commercial et l'application de certaines techniques de vente. D'accord. Tu traites toutes les techniques de vente, tu fais un panel complet du cycle de vente ou tu as une spécialité particulière sur la découverte ou le closing par exemple? Alors en fait, moi je traite tout le cycle de vente, mais je me suis quand même spécialisé sur la prospection. Alors pour 2 raisons. D'abord parce que j'aime ça, et je pense qu'on fait bien ce qu'on aime faire. J'ai toujours aimé la prospection, parce que je pense que c'est le moment le plus délicat. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais être totalement honnête, c'est qu'il y a 10 ans, quand justement je créais Vitamine V et que je voyais qu'il y avait plein de formateurs qui étaient spécialisés sur les techniques de négociation, puisqu'en France, on considère souvent que la négociation, c'est la partie noble de la vente. Je me suis dit que pour moi, c'était beaucoup plus intéressant de me spécialiser sur ce qui était en amont, parce que s'il n'y a pas de prospection, il n'y a aucune chance qu'il y ait un jour de la négociation. D'accord. Et tu t'occupes de la prospection à tous les niveaux, le phoning, la prise de rendez-vous par mail, éventuellement le social selling? Absolument. Je travaille en fait l'omnicanalité dans la prospection.
En fait, je travaille encore avec beaucoup d'entreprises sur le phoning parce qu'heureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que la maîtrise de l'outil du téléphone était encore le meilleur moyen de générer une prise de rendez-vous. Mais bien évidemment, c'est souvent couplé avec d'autres canaux de prospection. Donc oui, je forme aussi à l'utilisation commerciale de LinkedIn et puis aussi à l'écriture des mails. D'accord, ok. Comment tu en es arrivé au métier de vendeur, Alain ? C'est une excellente question, Marc. Peut-être par erreur, même si je crois absolument pas aux erreurs. En tout cas, je vais dire plutôt par expérience. En fait, ma première expérience commerciale a été de travailler pour une entreprise. Aujourd'hui, on appellerait ça une start-up. Mais à l'époque, on n'appelait absolument pas ça une start-up, on disait juste une jeune entreprise. Et en fait, c'était une entreprise qui venait d'être créée par les deux fondateurs. Et pour être totalement honnête, je suis entré, j'étais encore étudiant. Et mon premier job chez eux a été d'être livreur. Et donc, je livrais des logiciels, ce qui me permettait, moi, de payer mes soirées du vendredi et du samedi soir. Puis, au bout de quelques semaines, je leur ai demandé ce que je livrais. C'était des logiciels, donc je me suis intéressé à l'informatique, je me suis intéressé en fait aux produits que je livrais. Et puis, on m'a demandé dans cette entreprise de faire plein de choses parce que j'étais le premier salarié. On m'a demandé de trouver des locaux, de tenir le standard, de démarrer une hotline. J'ai fait tout ça, mais je peux pas dire que j'ai été totalement passionné par ça. Et puis à un moment, on m'a dit, Alain, puisque tu connais super bien le logiciel, est-ce que ça t'intéresserait de le vendre ? Voilà. Et là, j'ai eu un véritable déclic au moment où je me suis trouvé face à un prospect. Et depuis, je continue de travailler cette posture commerciale. Et voilà comment j'ai découvert la vente en étant à un moment confronté à un acheteur potentiel. Alors que tu faisais des études, tu disais que tu étais étudiant, tu étais dans le secteur, tu faisais des études dans la vente ou pas ? Pas du tout, je faisais des études d'économie. Donc ça m'a donné, je dirais, une bonne culture générale, mais c'était absolument pas axé à la vente. C'est pour ça que je dis c'est en même temps une chance, mais comme je ne crois pas à la chance et je crois surtout qu'on provoque des opportunités, on va dire que j'ai en tout cas su saisir celle-là. Et depuis, je n'ai cesse de comprendre ce qui fait une belle vente, ce qui fait un bon commercial. D'accord, ok. Tu es installé sur Paris, je crois, c'est ça ? Alors, je suis moi un Parisien, je suis installé sur Paris et on va dire que 80 à 85% de ma clientèle est dans l'Île-de-France. Voilà. Et je me déplace de temps en temps pour animer chez certains clients qui sont plutôt en région. D'accord, ok. Allez, on va démarrer directement dans le vif du sujet. Alain, tu sais que ce podcast parle de l'aspect mental dans le métier de la vente. Absolument. Alors justement, première question, quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur ? La première qualité, ça serait pour moi l'intelligence. Alors quand je dis l'intelligence, c'est au sens Stephen Hawking, c'est-à-dire c'est ça serait sa capacité en fait à s'adapter au changement. Voilà. Pour moi, c'est ça la vraie qualité d'un vendeur. C'est pas l'intelligence scolaire ou universitaire. C'est le fait de savoir s'adapter à l'autre, de savoir s'adapter au contexte. C'est cette intelligence situationnelle. Ok. Je partage exactement le même avis que toi à ce niveau-là. Je pense que c'est ça la première qualité du vendeur, c'est sa capacité d'adaptation au contexte qu'il rencontre et aux entreprises, aux personnes avec lesquelles il va pouvoir échanger. Ça, c'est la base. Absolument. Et toujours en traitant, en plus, tu vois, en process com. Toujours en traitant en plus. Entièrement d'accord. Tu parles à quelqu'un qui est certifié ProcessCom, donc je te comprends et je vais totalement dans ton sens. Voilà. On y reviendra justement. J'ai fait une formation il y a pas longtemps en process communication. Ça m'a vraiment intéressé. Génial. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il ? Alors en un verbe, j'aurais du mal, mais j'en mets deux. Je dirais comprendre le client et l'engager.
Voilà. Ce qui va bien évidemment et ce qui découle de l'intelligence situationnelle, je pense que vraiment la vente, c'est comprendre chaque client et faire qu'il s'engage avec toi. D'accord. Ben le biais, le parallèle est parfait avec process communication. Du coup, ça veut dire essayer de déterminer quels sont les comportements de la personne qui est face à toi pour pouvoir s'adapter, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire comprendre évidemment ses besoins, mais je dirais ses besoins finalement c'est assez simple de les connaître, mais c'est surtout de creuser et d'aller comprendre les enjeux de la personne. Et il y a des enjeux personnels, il y a des enjeux d'entreprise, il y a des enjeux d'équipe, et je pense que lorsqu'on détient en fait l'enjeu lié à la vente, on détient surtout les leviers de la vente. Ok. En quoi process communication permet de déterminer qui est ton interlocuteur? Je pense que process communication, c'est avant tout une méthode pour mieux communiquer avec l'autre. Et tu comprends aisément qu'on peut l'utiliser dans la vente, mais pas que. Je précise. Mais pas que. Donc, quand tu es face à un prospect et que tu comprends et que tu décryptes les principales personnalités, puisqu'en process.com, il y en a 6, ok, mais que tu comprends les principales personnalités de ton interlocuteur, tu vas mieux interagir avec lui. Tu vas plus facilement interagir avec lui. D'accord. Voilà. Pardon, je t'en prie. Est-ce qu'il y a des questions particulières à poser pour déterminer le profil de ton interlocuteur? C'est surtout, je dirais, la faculté justement à être dans l'écoute active. L'écoute active étant, pour moi en tout cas, cette capacité à être complètement concentré sur l'autre, sur son message, mais aussi sur l'autre. C'est-à-dire, je fais de l'écoute active avec mes oreilles et mes yeux. Et à voir comment l'autre interagit, à voir justement ses canaux de communication, à voir ses mimiques de son visage, à décrypter aussi le vocabulaire qu'il utilise pour savoir effectivement comment je vais pouvoir interagir avec lui et comment moi je dois aussi adapter ma communication à l'autre. On en revient toujours à la fameuse adaptation. Je suis d'accord. Absolument. C'est ça. Ok. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Je suis 1000% d'accord. 1000% d'accord. En tant que directeur commercial, j'ai eu la chance de travailler avec d'excellents commerciaux et j'ai toujours été surpris et je continue d'ailleurs d'être toujours surpris qu'il n'y a pas un seul profil commercial et heureusement. J'ai connu des excellents commerciaux très volubiles, très extraverti, mais je me souviens vraiment d'un commercial qui m'a vraiment marqué, d'ailleurs avec lequel je reste en contact, parce que c'est devenu un ami, qui était quelqu'un de plutôt introverti. Alors, quand je disais qu'en rendez-vous d'1 heure, il ne disait que quelques phrases, c'était vraiment ça, mais par contre, il décochait les flèches, les bonnes questions au bon moment, et il amenait très directement la bonne conclusion. Ok. Quelle est ta vision du métier commercial, Alain, en 2022 ? C'est qu'il faut continuer à être intelligent. C'est-à-dire que c'est un métier qui change. Et pour moi, pour le bien et des clients et des commerciaux, c'est-à-dire que je pense que les commerciaux qui vont poursuivre ce chouette métier, ce sont les commerciaux qui vont travailler, c'est-à-dire qui vont se former avec des gens comme toi, Marc, c'est-à-dire qui vont aller creuser peut-être des pans entiers qu'ils n'auraient pas travaillé il y a une dizaine d'années. Voilà, qui vont muscler leur jeu. Voilà, et il y a plusieurs manières de muscler leur jeu. C'est d'apprendre des techniques, c'est aussi de comprendre que le mental, et ça tu en es persuadé, c'est que le mental, quand on le travaille, devient un vrai atout commercial. Et aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'être commercial
parce qu'il y a une vraie omnicanalité. Et donc, c'est plus intéressant d'aller chercher, d'aller rechercher un prospect avec lequel on a envie de travailler. Ça me parle de muscler son jeu, forcément. Hein. Avec ma carrière sportive, donc je suis d'accord sur la façon de s'adapter, en fait. Aussi, on en revient encore à ça, aux évolutions, en fait, et à la visio. Celui qui est pas à l'aise avec la visio en tant que commercial, ça va être compliqué pour lui malgré tout maintenant. Bien sûr. Ça veut donc dire que quand tu es commercial, tu dois te former. Et tu dois te former à des comportements, tu dois former ta tête, et tu dois aussi te former à des outils. Et je le mettrais vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vois beaucoup de commerciaux qui se forment aux outils. Je pense que c'est très très bien de se former aux outils, mais je pense que c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Est-ce que tu vois dans les entreprises que tu accompagnes une vision de formation permanente de la part de la direction pour ces commerciaux ? Ça commence de plus en plus. Vraiment. Tu vois, je reviens jeudi, vendredi, j'étais justement dans une entreprise 2 jours avec une équipe à Rouen. Et en fait, la formation s'est terminée vendredi en fin de journée et l'équipe et le dirigeant m'ont dit, voilà, ça c'est que la première brique, mais on va poursuivre toute l'année un accompagnement. Donc charge à moi maintenant de proposer un accompagnement intelligent à cette équipe, mais ils comprennent bien que 2 jours ou 3 jours de formation, c'est pas un coup de baguette magique qui va permettre aux gens de modifier leur comportement. C'est clair. Donc il y a un changement de paradigme là en ce moment parce que on a été essentiellement sur de l'onboarding avec une formation initiale et puis après le commercial, on n'y revenait pas beaucoup sur son parcours et sur sa formation. Absolument. Ok. Et je dirais l'onboarding c'est un anglicisme qu'on lit et qu'on voit beaucoup sur LinkedIn. Je croise encore moi beaucoup de commerciaux qui n'ont jamais eu la moindre journée de formation. Alors, ils ont été formés, bien évidemment, techniquement, aux services et aux produits qu'ils vendent, mais il n'y a aucune, je dis bien aucune formation commerciale. Et ça, moi, je dis pas que ça me terrifie, parce que quelque part, évidemment, ça fait notre business, mais je me dis que c'est pas normal. La vente n'est pas le seul métier qui serait inné. La vente est un métier qui s'apprend. Ça, c'est un bon message, alors. Il faut vraiment... Ça, je martèle ce message depuis 10 ans. Donc plus nous serons nombreux, nous les formateurs, à marteler ce message, plus les comportements des commerciaux évolueront en tout cas. C'est clair. Quels sont pour toi les fondamentaux du métier commercial, Alain ? Je vais faire une liaison avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'est apprendre la vente. Pour moi, c'est ça le fondamental. C'est ne pas penser que l'improvisation ou que sa personnalité permettra de faire des ventes et permettra de systématiser la vente. On peut de temps en temps faire des ventes par chance, par feeling. On en a tous fait quelques-unes. Maintenant, le vendeur est celui qui va vendre tous les jours. Voilà, du lundi au vendredi pendant du 1er janvier au 31 décembre. Donc, notre métier, le métier de commercial, doit forcément s'appuyer sur de la technique. Et je pense que le fondamental, c'est de se dire à un moment, on doit apprendre la vente. Ok. Se former en permanence, en fait. En permanence. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. La preuve. Et des juniors peuvent apprendre comme des seniors peuvent et doivent toujours apprendre. En tout cas, moi, je continue d'apprendre tous les jours. Encore faut-il avoir dans son esprit la valeur de la remise en question. Entièrement d'accord. Et il est clair que la curiosité est une belle qualité commerciale. Okay. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale ? Je regrouperais certaines valeurs sous le mot éthique. Voilà. Je travaille avec une éthique derrière laquelle il y a très certainement
d'autres mots comme bienveillance, comme loyauté, comme fidélité, mais je mets toutes ces valeurs-là derrière une éthique personnelle, une éthique commerciale, voilà, qui est de comprendre ce qu'est une belle vente. Et une belle vente, pour moi, c'est une vente équilibrée. C'est pas une vente forcée, en tout cas. D'accord. Voilà. Je pense en fait que la vente forcée, on en paye très rapidement le prix. Alors on l'a fait d'abord payer au client et ensuite, même en tant que commercial, on en paye derrière le prix parce que c'est pas la vente qu'il fallait faire. Donc on la paye en SAV, en incompréhension, en non fidélisation derrière, etc., etc. Donc je prône la belle vente. La belle vente étant la vente où les deux parties sont satisfaites et ont envie de bosser l'une avec l'autre, pardon. Ok. Quelle est selon toi l'action à mettre en place dès aujourd'hui pour augmenter ses ventes? Je dirais se former d'une manière ou d'une autre. Se former et pas uniquement se former, c'est-à-dire que ça débouche derrière sur des engagements concrets et sur un changement de comportement commercial. J'ai écrit il y a 5 ans un livre sur la vente. Je fais comme toi un podcast. C'est aussi des manières de dire aux commerciaux, voire aux dirigeants qui vendent aussi, apprenez et modifiez vos comportements. Voilà. Moi, ma promesse, c'est ça. C'est de faire que les gens qui tombent entre mes petites mains modifient leur comportement commercial et qu'il y ait un avant-après. Peu importe le niveau de départ, peu importe le niveau d'arrivée. Donc, c'est pas uniquement se former pour comprendre des choses, voilà, évidemment comprendre, mais surtout modifier le comportement commercial. Or, on a tous et toutes intérêt à un moment à modifier notre comportement commercial, justement en fonction de la nouvelle situation qu'on est amené à vivre. Je suis d'accord. Gilles Chanson, que je viens d'interviewer justement sur le dernier épisode, parle lui de transformation commerciale. Alors là, je suis entièrement d'accord avec lui. Ok. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu ne transiges jamais? La préparation. Je dirais comme un sportif, je ne conçois pas une vente sans préparation. Voilà. Un sportif ne débuterait pas un match sans échauffement et sans préparation. Et pourtant, je continue de voir plein de commerciaux qui vont la fleur au fusil et qui pensent toujours que l'impro, voire peut-être leur succès passé suffiront. Voilà. Donc, s'il y avait une chose à mettre en place tout de suite, une chose finalement assez simple, c'est de comprendre que la préparation, c'est absolument pas du temps perdu, mais c'est de l'investissement. Et tous les commerciaux qui préparent, 1, sont plus performants, 2, vont vers le closing plus rapidement. C'est sûr. Rien de tel qu'une bonne préparation avant de rentrer en rendez-vous en pleine confiance. On sait plein de choses sur son prospect. On a préparé sa liste de questions à poser. On a sa sacoche qui est impeccablement rangée. Et oui. Mais qui dit préparation dit aussi faculté à bien s'organiser. Or, je fais le parallèle avec ProcessCom. Il y a des personnalités où tout est bien rangé d'office. Okay, tout est classé, tout est bien rangé. Il y a d'autres personnalités où je dirais l'organisation est moins naturelle. Eh bien, même quand c'est moins naturel, il faut trouver des formes d'organisation qui vont nous permettre, quand je dis nous, c'est les commerciaux, à être performants. Et je suis souvent questionné lors des formations, justement, sur l'organisation commerciale. Voilà. À quel moment, justement, faut-il se préparer? Parce que tu as encore des commerciaux qui pensent que la préparation, c'est quand je suis sur le parking du client, je prends mon smartphone, je vais 30 secondes sur le site de mon client et je monte confiant dans l'ascenseur. Ça, pour moi, c'est se donner bonne conscience, mais justement, on n'est pas confiant. Oui, c'est une préparation que je dirais à l'arrache, quoi. À l'arrache, totalement, à l'arrache. Donc j'y crois moyen. Moi aussi, on rate plein de choses, on n'a pas pensé à tout, voilà. Tout à fait.
D'un point de vue commercial, Alain, quelle est ta définition du succès? Alors le succès commercial, ce serait atteindre et dépasser mes objectifs. Voilà. Et aussi bien mes objectifs personnels que mes objectifs d'équipe ou mes objectifs d'entreprise. Je connais pas ou très peu de commerciaux qui ne se fixent pas leurs propres objectifs. Alors ils ont bien évidemment des objectifs qui sont fixés par la direction commerciale, hein, ou si c'est plus intelligent, qui sont co-construits avec la direction commerciale, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, soyons honnêtes. Mais je pense que le succès commercial, pour moi, c'est ça. C'est l'atteinte et le dépassement de ses propres objectifs. Je suis d'accord avec ça. Donc c'est quantifiable, bien évidemment. Et les objectifs doivent être écrits par le commercial. Et absolument, ce sont des objectifs SMART, définis, quantifiables et écrits. C'est pas juste un feeling de oh là là, je pense que cette année j'ai bien bossé. Non. Ils sont définis intelligemment, écrits, quantifiables, et donc on peut à tout moment savoir où on en est par rapport à l'atteinte des objectifs. Ok. On va parler énergie dans la vente parce que je pense qu'il faut toujours être en bonne énergie, en haute énergie pour performer dans ce métier. Est-ce que tu as des stratégies particulières ou des habitudes qui te permettent de maintenir une énergie haute? Ça serait dans la préparation. C'est ce temps où avant d'entrer dans le rendez-vous, je me concentre. J'entre dans ma bulle et en fait, ce temps de préparation me permet d'abord de faire redescendre mon stress et ma pression et de faire monter mon énergie. Et de faire monter mon énergie, je dirais, en conscience, c'est-à-dire en ayant à chaque fois un objectif. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas une action commerciale sans un objectif préalablement défini. Donc le fait un moment d'être préparé, d'entrer dans ma bulle, peut-être même de faire certaines techniques de visualisation, ok, de visualiser en fait mon futur rendez-vous, de me souvenir que des rendez-vous j'en ai peut-être déjà fait 2000 et qui se sont bien passés, donc de faire monter en fait ma confiance et de faire baisser progressivement mon stress. Oui, ça c'est un exercice que je fais très régulièrement aujourd'hui, d'ailleurs même sans m'en rendre compte, mais j'ai besoin de ce temps de calme avant d'entrer en rendez-vous, voire même avant de démarrer une formation. Hein. Parce que quand on démarre une formation, pendant 7 heures, on est sur le pont et il faut impulser pour la dizaine des participants qui sont tout à fait naturellement en demande. C'est clair, et la formation sur une journée, enfin ou même sur plusieurs jours, ça prend une énergie assez incroyable. Hein. Ça, je suis bien d'accord avec toi. On sort vidé à la fin d'une journée comme ça. C'est un grand plaisir, mais effectivement, c'est énergivore. Hein. Ouais, tout à fait. On va parler inspiration, personnes qui ont pu t'inspirer dans ton parcours et éventuellement mentor. Est-ce que tu as des personnes comme ça qui, sur le long de ton chemin commercial, t'ont inspiré dans ton parcours commercial? J'ai pas en tout cas de nom connu. Je dirais à citer, tu vois, des gens qui ont écrit des bouquins, des Américains qui font fortune. Je dirais pour moi une des personnes qui m'a le plus inspiré, c'est la première personne avec laquelle j'ai bossé, qui est quelqu'un qui s'appelle Bruno Van Rieb. Et qui m'a réellement inspiré dans la vente et qui m'a vraiment fait comprendre que la vente reposait sur le fait d'apprendre, mais reposait aussi sur un mot qui était oser. Voilà. Et ensemble et avec lui, j'ai vu que ceux qui réussissent mieux, ce sont ceux qui osent faire, qui osent entreprendre. Voilà. Et qui osent repousser certaines barrières. Okay. Qui osent demander aussi.
qui osent absolument aussi demander, parce qu'il y a peu de personnes effectivement qui osent demander. Voilà. Et en fait, Bruno Van Riep, j'ai eu la chance de travailler 11 ans avec lui. Ça a été ma première expérience commerciale. C'est la fameuse aventure start-up que j'ai mentionnée. Je suis entré en tant que livreur. Et j'y suis resté. J'ai quitté la société, s'appelait à l'époque BVRP. Elle a changé de nom aujourd'hui. Elle s'appelle AvantQuest. J'étais directeur commercial France et DG adjoint. Tu vois. Donc ça m'a permis aussi de faire un beau parcours et de tester plein de choses. Voilà. Ok. Quelle leçon as-tu apprises dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser? Je dirais combattre la routine. Ne jamais croire que c'est gagné. Moi, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours l'envie de faire des choses nouvelles. J'ai écrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 ans, un bouquin. Et honnêtement, c'était même inimaginable. J'ai jamais écrit, j'ai jamais été un littéraire d'ailleurs, jamais. Voilà. Mon bouquin, c'est pas de la littérature, attention, c'est un guide pratique sur la vente. Voilà, mais toujours oser mettre des défis. Voilà. Comme toi, tu fais de superbes podcasts. Depuis 1 an, je me suis dit que j'allais aussi me mettre au podcast parce que c'est une manière de donner aux autres. Et j'espère, en écoutant nos podcasts, de donner envie aux gens d'apprendre et d'être meilleurs. Voilà. J'essaye aussi de rester là-dedans et de me dire que j'ai toujours envie d'apprendre, j'ai toujours envie de faire des choses nouvelles. D'accord. Au sujet de l'écriture de ton livre, d'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que tu t'es mis des routines en place pour pouvoir arriver au bout? Alors, je suis pas du tout, moi, quelqu'un de routine. Voilà. En tout cas, comme ça, tu comprendras un peu mes personnalités ou ma personnalité Processcom. Moi, mettre des routines, je l'ai fait, hein, forcément pour écrire le bouquin, mais en tout cas, je l'ai fait avec de la discipline. Ça ne m'était pas naturel. Voilà. Et je vais être franc sur l'écriture du bouquin. En fait, je voulais que mon bouquin soit édité chez 2 éditeurs. Tu vois, c'est ça aussi, se mettre des objectifs, parce qu'il y a 2 collections que j'aime bien et 2 éditeurs que j'aime bien qui sont Erol et Duno, qui sont pour moi deux éditeurs professionnels de qualité. Voilà. Et comme je ne me voyais pas appeler Duno ou Erol en leur disant bonjour, Alain Mulleris, je suis pas écrivain, mais j'ai une idée géniale, c'est que j'ai envie d'écrire un bouquin. Je me suis dit mais comment ils vont pas me croire crédible? J'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait de la prospection et je me suis dit fais peut-être ce que les autres ne font pas. Donc j'ai écrit 3 chapitres complets du bouquin et je l'ai envoyé à Erol en trouvant le nom de la personne responsable de l'édition chez Erol sur LinkedIn. Voilà. Et je l'ai laissé revenir vers moi. Et elle m'a rappelé au bout de 3 ou 4 semaines en me disant Monsieur Mulleris, on a lu vos 3 chapitres, on a trouvé ça intéressant, faut qu'on se voit. Et c'est comme ça en fait que s'est fait le deal avec Erol, donc très 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 rapidement. Et pour moi, le choix d'un éditeur n'a pas été difficile. Par contre, ce qui a été difficile, ça a été de poursuivre derrière l'écriture, je dirais des 14 chapitres que j'avais prévus. Et je vais être franc, autant l'écriture des premiers chapitres a été, grâce à certaines routines que je m'étais mises, assez fluide, je vais pas dire naturel, mais en tout cas assez fluide. À un moment, j'ai lâché l'écriture du bouquin parce que j'avais des clients qui me ressollicitaient et je suis reparti sur mon quotidien. Et il m'a fallu beaucoup d'efforts, et je vais être franc, beaucoup d'efforts et quelques relances de la part d'Erol pour que je me remette justement dans l'écriture des 4 derniers chapitres qui restaient en suspens. Okay. Voilà. Et à ce moment-là, je me suis remis dans des routines, c'est-à-dire que je me suis rebloqué dans mon agenda des plages qui étaient réservées à l'écriture du bouquin et certainement pas autre chose. Et bien évidemment, pendant l'écriture, je ne faisais que ça. C'est-à-dire que tout était coupé autour de moi. Ok. Ça t'a mis combien de temps, du coup? En fait, entre l'idée de départ et la sortie du bouquin, ça a mis à peu près 1 an. D'accord.
Voilà, ce qui est pour moi relativement rapide, sachant que j'écris pas, je suis pas Balzac, tu vois, j'écris pas à la ligne, et que j'avais besoin effectivement d'écrire, de relire, de corriger. Mais pour moi, effectivement, c'est un très bon délai. Je dis bien entre l'idée et la sortie du bouquin, c'est-à-dire le jour où moi j'ai eu mon bouquin en main, quoi. Ok. Quelle est selon toi, Alain, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? C'est que je suis passionné. Voilà. C'est que j'adore ce que je fais. Quand j'aimerais plus, je fais autre chose. Voilà, ce qui a pu m'arriver dans ma carrière, si carrière il y a. J'adore la vente et aujourd'hui, je suis vraiment dans un métier de transmission. Et donc, j'adore aider les gens. Et quand j'ai la possibilité de le faire, et surtout quand ils le veulent, évidemment, c'est un grand plaisir de réfléchir avec eux et de trouver les bons moyens, justement, de modifier, de se transformer commercialement. D'accord. On va parler gestion des émotions dans la vente. C'est important, je pense, avec ce qu'on vient de vivre en plus, avec ces ventes avec le masque, où les émotions pouvaient pas beaucoup se manifester. Est-ce que tu as des choses à partager sur la gestion des émotions pour à la fois bien gérer son entretien de vente, mais à la fois gérer la pression qu'une direction commerciale peut mettre sur le commercial? Alors, par rapport à l'entretien de vente, je reviendrai à ce que je t'ai dit précédemment, qui était d'avoir un temps calme, un temps de concentration avant justement de démarrer le rendez-vous. D'entrer dans sa bulle pour se concentrer, visualiser son objectif, faire baisser la pression et le stress et monter en confiance. Voilà. Ça, c'était mon premier élément de réponse. Par rapport au stress qu'on peut avoir par rapport à des objectifs commerciaux qui seraient dictés, je dirais, par un directeur commercial, sur la gestion, c'est par rapport à la gestion des émotions, c'était ça ta question, Marc. C'est ça. Je dirais de rester coûte que coûte dans la communication. C'est ne jamais se couper de la communication avec sa directrice ou son directeur commercial. Et peut-être faire preuve, pour ceux qui ont fait ProcessCom, justement, de savoir comment mieux communiquer avec son directeur ou sa directrice commerciale. C'est comprendre effectivement aussi, d'abord, ce qui nous motive, c'est-à-dire comment on fonctionne, quel est notre moteur, comment on voit le monde, et ensuite, qu'est-ce qui motive son directeur commercial, comment il voit ou elle voit, comment il ou elle perçoit le monde. D'accord. Est-ce que tu as justement à ce sujet un dialogue intérieur qui tourne lorsque tu rates une vente? Alors quand je réussis et quand je rate une vente, ce qui m'arrive, donc je tiens à le dire, je ne connais aucun commercial, voire formateur commercial qui réussit tout ce qu'il entreprend, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je me méfierais d'un formateur qui dit je n'ai pas loupé une vente depuis 10 ans. Évidemment, on en loupe moins qu'il y a 10 ans, mais forcément, par moment, on tombe à côté. La première chose, c'est faire un autodiagnostic. Et c'est de se poser à chaque fois, qu'est-ce qui fait que je viens de signer? Et qu'est-ce qui fait que là, le client a signé avec quelqu'un d'autre? Et je pense que si on a à chaque fois cette routine d'auto-évaluation, eh bien évidemment, on va pouvoir dupliquer ce qui fonctionne et on va pouvoir corriger ce qui fonctionne moins bien. Et je pense que c'est cette volonté d'être toujours, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, meilleur. Ok. À condition, quand même, préalablement, d'avoir une remise en question sur ce qu'on a fait ou ce qu'on a mal Bien fait. Sûr. Parce que si on se dit, c'est la faute du client, il a rien compris. Alors, c'est ce que j'entends souvent quand je questionne les commerciaux. Souvent, quand la vente se signe, c'est grâce à eux. Et quand la vente échoue, c'est à cause du client. Ça c'est l'excuse la plus naturelle et en même temps la plus bidon
qu'on puisse entendre. Non, bien évidemment, on a une part de responsabilité quand ça se signe, et on a bien évidemment une part de responsabilité quand ça ne se signe pas. Et c'est donc cette capacité à regarder ce qu'on fait, à regarder ce qu'on produit, je dirais avec la plus grande lucidité possible. J'aime bien le terme de lucidité, là, sur le coup. Voilà. Qu'est-ce que tu crois vrai, Alain, et qui va aller poser de ce que pense tout le monde ? Qu'il faut oser et qu'il faut être soi. Je ne pense absolument pas que dans la vente, il faille imiter quelqu'un du type « Oh là là, je veux être comme mon directeur commercial ». Non. Faut comprendre ce que le directeur commercial fait super bien, mais on n'a pas la personnalité du directeur commercial. Et heureusement, il a sa personnalité qui lui est propre, et tu as ta personnalité qui est propre. Voilà. Et donc c'est à chaque fois d'oser en étant soi-même. Et je remarque en tout cas que, pour moi, toutes les ventes que j'ai faites en étant moi-même ont beaucoup mieux fonctionné que celles où j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre. Parce que le contexte, voilà, là je parle pas du Alain Mulleris formateur, je parle du Alain Mulleris peut-être à un moment directeur commercial, d'où le fait d'être à l'aise avec son éthique, c'est qu'à un moment, quand tu es plus en phase avec l'éthique, je pense qu'il faut aussi avoir cette responsabilité et lucidité de dire j'arrête, je cherche quelque chose. Je ne suis plus en phase avec ce qu'on me demande de faire, donc c'est pas que le poste est mauvais, c'est que je ne suis pas la bonne personne pour ce poste-là. Donc je cherche autre chose. Je suis totalement d'accord avec ça, et notamment les commerciaux les bons commerciaux en tous les cas n'ont pas de difficulté à retrouver un autre poste ailleurs. Sûr. Donc si ça leur correspond plus, il faut partir. Bien sûr, ouais, tout et à fait. Pour revenir à ce que tu disais aussi, je dis souvent qu'il y a autant de façons de vendre qu'il y a de commerciaux en réalité. Donc ne pas copier. Il y a des phases de la vente à respecter, bien évidemment, mais ne copiez personne. Restez authentique, restez soi-même. Tout à fait. Entièrement d'accord. Inspirez-vous des autres, c'est-à-dire comprenez ce qui fonctionne aussi chez les autres. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas en copiant, c'est pas en imitant qu'on deviendra meilleur. Nous ne sommes pas des comédiens. Un commercial n'est pas un comédien. Voilà. Certes, il utilise les leviers de communication, ça c'est sûr, mais nous ne sommes pas des comédiens. C'est-à-dire nous devons pas recracher un texte, nous devons vivre une situation. Voilà. Donc c'est ce que moi j'adore lors d'un rendez-vous, c'est que j'ai pas vécu, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2 rendez-vous similaires. Quel est ton mantra, ta formulation positive qui tourne en boucle, si tu en as une, Alain ? J'en ai pas. Je te réponds, non, j'ai pas de mantra. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial ? De faire la même chose, mais peut-être d'apprendre plus vite. Voilà. Mais j'ai adoré ce que j'ai fait, et je continue d'adorer d'ailleurs ce que je fais, et j'espère que j'adorerai ce que je vais faire. Mais oui, pour moi, ce serait peut-être d'apprendre plus vite. Voilà. Je me suis rendu compte en fait avec le recul qu'il y a certaines périodes de ma vie où je luttais peut-être pas beaucoup contre la routine. Voilà. Et j'étais un peu en roue libre. Et bien sûr, sur ces périodes-là, je me dis que j'aurais pu être meilleur. Voilà. J'aime pas la routine. Hein. Je pense que la routine, je pense que c'est un danger. C'est souvent un danger. C'est un danger en couple. C'est un danger dans beaucoup de situations de vie. Et je pense que c'est aussi un danger dans la situation professionnelle. Et encore plus lorsqu'on est commercial, puisque c'est un métier de contact. Qu'on soit au téléphone, en visio ou en face à face. C'est un métier de contact. Je suis d'accord, moi aussi je déteste la routine, et c'est justement ce que j'aime particulièrement dans le métier commercial, c'est que chaque situation est différente. Il n'y a pas quelque chose qui va se reproduire comme ça à l'infini comme dans de nombreux métiers. Chaque interlocuteur est différent, chaque problématique est différente, et c'est ça qui est passionnant. Absolument. Et donc pour combattre la routine, je pense qu'il faut d'abord vouloir à chaque fois perfectionner son jeu, vouloir s'entraîner et toujours faire monter ses objectifs.
On dit, Alain, que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression? Ma compétence mentale qui me limite. En tout cas, je vais dire une compétence mentale qui m'a limité, c'est la comparaison. Voilà. Depuis que j'ai lu et compris les accords Toltec et que j'arrête de me comparer aux autres, je le vis d'ailleurs d'abord dans mon quotidien beaucoup plus sereinement et j'ose beaucoup plus. Voilà. C'est-à-dire que il y a quelques décennies, jamais j'aurais pu entreprendre un bouquin. Voilà. Il y a quelques décennies, jamais j'aurais pu démarrer un podcast parce que j'aurais été écouter le podcast d'un autre formateur et je me serais dit, mais c'est bon, il est meilleur que moi, jamais j'arriverai à faire aussi bien que lui. Aujourd'hui, je me pose même plus la question, je fais avec mon style, j'essaye pas d'être meilleur, j'essaye d'être différent. Et je crois qu'en fait, nos clients achètent nos différences. Et que donc, plus on va être soi, plus on va être authentique, plus on va être différent des autres, plus on va attirer les clients qui nous correspondent. C'est ça. Juste se comparer avec l'ancienne version de soi-même d'il y a quelques années. Absolument, ouais, tout à fait. Ok. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire? Ma punchline, c'est un peu ma baseline. C'est j'aide mes clients à trouver leurs clients. Okay. Voilà. Ce serait ça ma punchline. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie pour ta participation et le temps qu'on a passé ensemble. Merci à toi, Marc. Mais c'est pas tout à fait fini. Après ce bel échange et en hommage au sport, j'aime terminer cette interview par un top 5. Tu sais, c'est toujours les 5 meilleures actions dans les émissions sportives. Ouais. Donc c'est 5 questions rapides. L'idée, c'est que tu répondes au tac au tac. Est-ce que tu es prêt? Allez, on y va. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Alors, c'est une citation, je pense, qui va te faire plaisir, puisqu'elle est du tennisman Arthur Ashe. Voilà. Qui dit, une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire? En dehors de suivre mes podcasts, non, je rigole. Y a un bouquin qui, moi, m'a inspiré il y a quelques années, qui est le grand livre du responsable commercial, qui doit s'appeler, je crois, le grand livre du responsable commercial et son plan d'action de Pascal Pi. Et en fait, au moment où j'ai acheté ce livre et je l'ai lu, je me suis vraiment rendu compte que la vente s'apprenait et qu'elle pouvait se travailler. Voilà. Moi, c'est un livre que j'ai découvert lorsque j'étais directeur commercial et qui m'a permis effectivement de poser très clairement des choses. Ok. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale? Combattre la routine et s'entraîner. Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups. Alors moi, je démarre mes rendez-vous par une question extrêmement simple, qui est une question ouverte. Comment je peux vous aider? Pour moi, elle est suffisamment simple pour, si tu es dans l'écoute active, rebondir et gérer tout un rendez-vous avec cette question. Une croyance limitante que tu as su briser? La prise de parole en public. Je sais pas, non, c'est pas une croyance limitante. C'est le fait effectivement que je ne pourrais pas ou jamais prendre la parole en public, alors qu'aujourd'hui, je fais exactement l'inverse et je prends énormément de plaisir à prendre la parole en public face à un auditoire. Tu sais comment s'appelle justement la peur de prise de parole en public? Non. Ça s'appelle la glossophobie. Glossophobie. Oui. Je le note immédiatement, merci, tu vois. Chaque jour, on apprend quelque chose. Et c'est une des peurs les plus bloquantes de l'être humain. Ouais, tout à fait. Mais elle se travaille très très bien. Avant de se dire au revoir, Alain, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Je t'invite à contacter de ma part un formateur qui est coach, qui s'appelle Alexis Dagier.
j'ai bossé avec Alexis. On a eu la chance de co-animer des sessions de formation ensemble, et j'apprécie particulièrement ce garçon. Ok. Où on peut te retrouver, Alain ? Alors j'ai un site internet qui est vitaminv.fr, et vous pouvez surtout, auditrices et auditeurs, me retrouver sur mon canal favori qui est LinkedIn. Qu'est-ce que je peux te souhaiter commercialement pour ton futur ? Faire plein de choses nouvelles. Ok, je te remercie pour cette interview. Alain, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Marc. Merci, au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort, we'll be back.